Josephine. I won't leave you waiting in between. And the cigarette you bummed from me is almost burning out. You suck it till your fingers burn and then you throw it on the ground. Bienvenue dans l'épisode 32 de la saison 2 du podcast Les enfants vont bien. Qui a dit qu'il fallait attendre le prince charmant ou la princesse charmante pour avoir des enfants ? L'adage « ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfants » est tellement loin de l'évolution de notre société. Les compositions familiales de nos générations sont multiples et variées. On s'affranchit des règles dans lesquelles nous avons été éduqués et qui ont prouvé leur défaillance pour vivre avec plus de liberté. Nous déconstruisons des idées reçues quotidiennement et vivons passionnément au sein de nos familles colorées. Hélène a, elle aussi, dû déconstruire pour atteindre son rêve. Et d'ailleurs, elle continue à déconstruire, autour d'elle et en elle. Elle le dit très bien, un jour elle a compris. Elle a compris qu'elle n'avait pas besoin de la rencontre parfaite pour concevoir un bébé, mais qu'elle pouvait devenir maman et ensuite rencontrer son âme sœur. Elle a compris surtout qu'il ne fallait pas qu'un couple pour élever un enfant, mais plusieurs personnes qui comptent. Alors quand elle a intégré tout ça, c'est avec tout son village qu'elle a construit son projet et qu'elle a donné naissance à sa petite Garance. Hélène s'est rendue au Danemark, pays choisi et convoité, qui permet l'accès à la PMA aux femmes seules. Son parcours est un parcours que nous connaissons toutes, fait de montagnes russes émotionnelles, et là encore, c'est son village qui l'a accompagnée pour les surmonter. Je vous laisse découvrir cette histoire tendre et émouvante d'une maman qui a choisi de ne pas attendre de rencontrer son compagnon de vie pour rencontrer son bébé. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Hélène. Bonjour Constance. Je te remercie beaucoup de t'être rendue disponible aujourd'hui pour cet entretien. Pas de problème, ça me fait aussi très plaisir. En fait, tu es venue vers moi pour me raconter ton parcours. Je crois que c'était il y a quelques semaines. Et tu as un parcours qui est très intéressant à mon sens parce qu'on n'a pas encore traité de ta composition familiale et on n'a pas non plus traité du lieu de ton parcours. Donc aujourd'hui, on va s'attacher à développer un petit peu le type de parcours que tu as pu mener. J'aimerais bien aussi creuser le pourquoi. Tu es arrivé à ce cheminement-là et puis le lieu de ton parcours. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus, te présenter et me raconter ton histoire ? Oui, avec plaisir. Donc, effectivement, je m'appelle Hélène. Je suis la maman de Garance, qui a 10 mois et que j'ai conçue toute seule en allant dans une clinique au Danemark. Donc, voilà, c'est peut-être ça que tu voulais aussi aborder, effectivement. Exactement. Donc, mon parcours, il a débuté déjà il y a quelques années. Donc, pour revenir sur le plus long terme, j'ai toujours su que je voulais être maman. Et alors, assez classiquement, en fait, je suis hétéro et je cherchais le prince charmant qui est arrivé plusieurs fois dans ma vie, mais ça n'a jamais finalement été le bon pour construire une famille. Le temps est passé et en fait, mon désir d'être maman a toujours été présent. Et puis, il y a eu un petit déclic en fait en 2017 et je pense que ce déclic, il est lié à plusieurs choses. En termes un peu actualité française, c'était les discussions sur les prémices de discussion sur la loi de PMA ouverte à toutes les femmes en France, qui en fait ont mis une petite graine dans ma tête. Et puis beaucoup plus concrètement, en fait, j'ai 2 sœurs. Alors je les présente tout de suite parce que je vais peut-être beaucoup en parler, Nathalie et Aurore, mes 2 petites sœurs. Et donc Nathalie en fait est devenue maman en 2017 de ma nièce et en fait, je pense que ça a concrétisé encore plus mon envie d'être maman. D'accord. Donc, si je retiens quelque chose de ton parcours, c'est qu'aujourd'hui, on peut en déduire que le prince charmant n'est pas forcément le parent idéal. C'est ça. C'est ça. Mais qu'en tout cas, tu as eu la volonté de poursuivre tes rêves de maternité qui, eux, ne se sont jamais atténués, en fait. En fait, c'est ça. C'est ce que je me suis dit à un moment, je vais pas attendre après l'arrivée de quelqu'un pour devenir maman, parce que c'est du coup me rendre dépendante en fait de l'arrivée de quelqu'un. Et puis l'âge passait. Ce que je me suis dit, c'est en fait quelqu'un va arriver dans ma vie. J'espère d'ailleurs toujours que quelqu'un arrive dans ma vie à un moment. Et puis je vais lui mettre tout de suite la pression parce que le temps passe et que on sait maintenant de plus en plus que la fertilité des femmes descend à partir de 35 ans. Ouais. Et en fait, j'avais pas envie de cette pression, de ce stress, et j'avais envie de vivre mon parcours, voilà, et de devenir maman. Et c'est comme ça que j'ai commencé tout doucement à mettre des mots sur cette envie.
Mmh. Et puis à en parler à mes plus proches, donc ma famille et mes amis les plus précieux, on va dire, pour, avoir en fait un peu un ressenti général de cette idée. Est-ce que j'étais complètement folle ou est-ce que c'était, logique et entendable? Et en fait, c'est vrai que les réactions ont été, plus que bienveillantes, plus que positives, et c'est ça qui a fait que je me suis vraiment lancée dans le parcours. D'accord. En tout cas, pour toi, c'était quelque chose qui te semblait, clair, en fait, assez faisable et ça a pas été enfin, tu pas eu une démarche de réflexion intense pour en arriver à cette solution-là? En fait, non, il y a pas eu une réflexion intense et il y a vraiment eu un déclic. C'est-à-dire que la veille, j'aurais dit: «Bah non, bien sûr que non, je vais attendre, la bonne personne», et puis, un peu du jour au lendemain, en fait, mais bien sûr que si, je peux faire ça toute seule, en tout cas le monde médical me permet de le faire. Mmh. Quand je dis toute seule, c'est pas vraiment toute seule parce qu'il y a quand même toute une panoplie, de gens absolument indispensables, autour de ce parcours, mais dans le sens où, toute seule en tant que maman solo par choix, Oui, effectivement. complètement. Mmh. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je pense que c'est très important enfin, on se rend compte, hein, que finalement ces discussions, sur et autour de la future loi bioéthique alors bon, en 2017, on n'en était pas sur cette version-là, Ouais. mais finalement, en fait, ça permet aussi de vulgariser les possibilités que l'on a, de pouvoir devenir parent. Tout à fait, tout à fait. Moi, ça a vraiment un peu ouvert le champ des possibles en me disant: «Mais en fait, j'ai pas besoin, d'attendre, la rencontre qui fera que, je pourrai devenir mère. Je peux devenir maman et rencontrer quelqu'un après», parce que voilà, ce qui est Oui, bah, toujours, d'actualité. tout à fait, je me doute. Et donc tu dis que ton entourage a bien accepté cette idée Oui. et qu'en plus de ça, ils t'ont accompagnée. Tu peux m'en parler un petit peu? Ouais, bien sûr. Bah, du coup, ma famille, mon noyau familial, c'est ma maman et mes 2 sœurs, Mmh mh. heu et puis, des amis proches. Donc c'est les premières personnes à qui j'en ai parlé. Donc c'est vrai que les premières réactions ont été un peu, «Tu es sûre? Est-ce que tu veux pas attendre encore un peu, une rencontre?» Quelles étaient leurs craintes à ce moment-là? En fait, je pense que les craintes, c'est, la vie de maman toute seule, parce qu'on a toujours l'image de la maman célibataire un peu, qui subit en fait, la séparation d'avec le conjoint, qui se retrouve du coup dans une situation difficile. On entend souvent les chiffres, en fait des mamans isolées, enfin le terme d'ailleurs même de parents isolés, qui va être dans une difficulté financière, une difficulté, à assumer, l'entièreté de la parentalité. Mmh mh. C'est vrai que c'est quand même, lourd de conséquences, et dans mon parcours, moi ce que j'ai fait avant de me lancer plus dans les démarches, c'est que j'ai lu beaucoup sur, comment vont c'est du coup ça fait tout à fait écho au podcast, mais comment vont les enfants qui ne s'inscrivent pas dans le schéma classique, familial. Mmh mh. Les enfants issus d'un don, qu'ils soient d'ailleurs élevés dans un couple, hétéro ou homo, Mmh mh. et les enfants, dans les familles monoparentales. J'ai essayé d'enrichir ma lecture, des retours de psychologues, et cetera, pour me dire qu'en fait, bah, ces enfants vont globalement bien tant qu'on leur dit la vérité, et voilà, du coup, c'est vrai que ça m'a beaucoup influencée. Et que les parents vont bien aussi. Parce que finalement, la différence que tu soulignes, c'est qu'il y a une différence claire entre la maternité solo subie ou la parentalité solo subie Tout et la à fait. parentalité solo assumée et anticipée. Oui, tout à fait. C'est vrai qu'en fait, ce que je me suis dit, c'est: «Je choisis d'être maman solo. Jamais quelqu'un, en fait, va me briser le cœur et nous abandonner, moi et mon enfant». Mmh mh. J'aurais pas à gérer cette tristesse, là, l'abandon, aussi par rapport à l'enfant, parce qu'il y a des enfants qui sont abandonnés par un de leurs parents. Comment expliquer ça après à l'enfant? Moi, le seul discours que je pourrais avoir pour ma fille, c'est, «Je t'ai fait parce que je t'aimais avant même que tu existes». Oui, complètement. Et alors quand tu as donc le retour de tes proches concernant, bah, ta potentielle, maternité solo, Mmh. à ce moment-là, tu avais déjà commencé à te renseigner sur le comment ou pas? Alors j'ai commencé à chercher sur, internet, comment on fait pour faire un bébé toute seule, et alors là, je suis tombée sur, pas tant d'articles que ça, où c'était, en fait, les premiers résultats qui sont revenus dans mes recherches, c'était beaucoup la Belgique et l'Espagne. Oui, classique. Voilà, classiquement, parce que c'est les pays proches, accessibles, on va dire en transport, même en voiture. Aussi en termes de budget, forcément un peu moins cher puisqu'on peut y aller plus facilement. Mmh mh. Et très vite, je me suis confrontée à une réflexion du coup d'un autre niveau, qui était, quid du donneur? Et en Espagne et en Belgique, on a des donneurs comme en France, des donneurs anonymes, qui le restent a priori. Mmh mh. Alors qu'en élargissant un peu mes recherches, je me suis rendu compte qu'il était possible d'avoir des donneurs, ce qu'ils appellent ouverts, donc qu'on pourra contacter à 18 ans, enfin quand l'enfant aura 18 ans, s'il le souhaite,
il pourra avoir les coordonnées de son donneur. Complètement. Et ça, c'est valable. Alors, j'ai découvert il y a peu que ce n'était plus valable pour la Belgique. Récemment, ils ont changé la Non. loi. Ouais, en Belgique, c'est pas possible, sauf, Mmh. ouais, voilà, il y a quelques années, je crois que c'était le cas, mais c'est plus possible aujourd'hui. L'Espagne, c'est pas possible non plus. Du coup, c'est là que j'ai un peu élargi mes recherches et que je suis tombée sur, le Danemark qui propose, ça et en fait, c'était d'autant plus légitime que les banques de sperme, européennes, enfin la banque de sperme européenne d'ailleurs et la grosse autre banque de sperme Cryos sont, basées au Danemark et c'est vrai que en fait, très simplement, je me suis dit que c'était là qu'il fallait que j'aille. Ouais, c'était une évidence pour toi. C'était un peu une évidence. Déjà l'attrait du pays par rapport à la culture du bien-être et de la bienveillance, ça m'avait beaucoup attirée. C'est clair, Bon, je comprends. le froid un petit peu moins, j'avoue, mais et puis aussi en termes de physique, enfin, c'est un peu tout bête, mais moi je suis plutôt grande et blonde et donc Mmh. voilà, je me suis dit: «Bah, le Danemark, ça colle bien». Ça colle bien et donc après, une Ouais, fois c'est avoir clair choisi, que ça, il reste encore beaucoup de réflexions, c'est-à-dire quelle clinique? Parce qu'il y en a énormément et c'est vrai que du coup, j'ai trouvé 2 supports d'information très importants. Donc j'espère que je peux les citer si ça te dérange pas. C'est le bien forum, sûr, bien «Faire sûr. faire un bébé toute seule» qui m'a vraiment, beaucoup, beaucoup aidée, il y a une entraide, phénoménale sur ce forum dans lequel j'ai beaucoup participé au moment de mon parcours et puis l'association, Maman Solo qui est aussi, a beaucoup aidé, alors dans une moindre mesure au moment de cette partie-là de mon parcours, mais qui aujourd'hui est beaucoup plus prégnante, dans mon quotidien. Ouais, tout à fait, tout à fait. Non, c'est très bien. C'est parfait de les avoir cités parce que je pense que ça va servir à d'autres, auditeurs et je le remettrai en lien de l'épisode pour que, Ouais, on puisse super. retrouver les liens parce que c'est très important d'être accompagné. Tu parles du fait que tu as eu, l'accompagnement de tes proches, mais il y a aussi cet accompagnement-là qui est important pour savoir où Bah, on met les pieds finalement. tout à fait, parce que l'accompagnement de mes proches, c'était un soutien, mais c'était pas eux qui allaient faire les démarches, en fait, d'aller, regarder les avis sur les cliniques, de savoir, combien ça coûte, quel examen il faut faire. C'est vrai que tout ça, ça a été assez long. Ce qui s'est passé, c'est que je me suis tournée d'abord vers mon médecin traitant, ici pour savoir, un petit peu, enfin tâter le terrain, on va dire et Ouais. c'est elle-même qui a abordé la question de la PMA en solo. Alors sans forcément me soutenir vraiment, mais en me disant qu'elle pouvait au moins me prescrire déjà un premier bilan de fertilité et ça, c'était, en 2018. Ah oui, c'est chouette. Après, c'est vrai que je pense que pour le coup, tu subis moins entre guillemets ta situation puisque ça parle plus au corps médical, le fait d'être maman solo et de ne pas forcément être en couple avec une personne de même sexe. Donc peut-être que l'accompagnement est plus simple, je ne sais pas. Bon, en tout cas, on m'a souvent posé la question dans mon parcours, est-ce que j'étais vraiment seule ou alors est-ce que j'avais, une conjointe? Voilà, donc mon Mhm. parcours, enfin, j'ai toujours été honnête, en fait, avec, tous les médecins que j'ai pu voir. On pourra en reparler, il y en a eu plusieurs, des bons et des beaucoup moins bons. C'est vrai que j'ai toujours été honnête parce que je me voyais pas, me faire accompagner sans être totalement transparente sur, pourquoi, en fait, je faisais ces démarches. Oui, complètement. Et puis c'est important aussi dans la suite de l'histoire, en final, d'être transparent avec soi-même, c'est être droit dans ses bottes et pouvoir ensuite expliquer son histoire à son enfant. Ouais, tout à fait. Très important pour moi de toujours, dire la vérité, donc à Garance et puis à tous les gens qui m'entourent, que ce soit, les collègues de travail, à la crèche maintenant, en fait, pour moi, c'est important de préciser la situation et vraiment de montrer que c'est un schéma familial qui n'est certes pas classique, mais Qui est existant. qui est existant, voilà. Alors tu te fais accompagner par, ces 2 forums. Quel choix t'aide-t-il à faire? Parce que donc toi, tu étais bien arrêtée sur, ton donneur, semi-anonyme ou ouvert. Donc Oui. du coup, évidemment sur le Danemark. Comment il t'aide, quels documents ils te fournissent? Enfin, qu'est-ce qu'ils t'apportent? En fait, c'est surtout des témoignages de d'autres, mamans ou futures mamans. Mmh. Des retours d'expérience, de savoir comment ça s'est passé. En fait, la 1re, enfin, je sais pas si du coup, si je peux redétailler, mais Bien sûr. il y a eu déjà des retours d'expérience sur pas mal de cliniques, savoir comment, était l'accueil, est-ce qu'on s'y sentait bien, pas bien. Également sur le choix du donneur, au début, j'étais partie sur, OK, on peut choisir le donneur. Il y a en fait comme un catalogue où on voit les photos des donneurs quand ils sont bébés, on peut écouter leur voix, on peut, lire des lettres qu'ils ont laissées sur pourquoi ils ont été, faire un don de sperme. Mmh mh.
j'ai commencé à faire une sélection. Je me suis aidée aussi de mes proches, de ma famille, en disant qu'est-ce que tu penses de tel ou tel profil. Et en fait, tout ça, ça a été un peu trop. J'ai eu l'impression en fait de devoir choisir quelqu'un alors que c'était pas du tout ce que je voulais faire. Moi, ce que je voulais, c'était avoir un bébé, mais pas du tout choisir le donneur, de savoir s'il préférait les chats ou les chiens. À la limite, bon, sans Oui. plus, quoi. Donc voilà. Des fois, Donc c'est plus simple de ne pas avoir le choix, hein. oui, ouais. Donc c'est d'ailleurs le choix que j'ai fait, de ne pas avoir le choix. Et D'accord. en parlant, voilà, notamment sur le forum Faire un bébé toute seule, j'en suis venue moi à la conclusion de laisser finalement la clinique choisir. Et pour choisir la clinique, là pareil, j'ai pris les retours d'expérience des autres mamans, et je me suis tournée vers la clinique Vitanova, qui Mmh. proposait à l'époque des réunions en présentiel à Paris, donc où D'accord. j'ai pu me rendre. Et en fait, elle présente, une sage-femme de la clinique co-présente avec quelqu'un de la banque de sperme européenne, comment déjà les donneurs sont choisis, quel est tout le protocole en fait de sélection. Donc on apprend que sur tous les donneurs potentiels qui viennent, à la fin, il y en a que moins de 5% qui sont retenus pour être vraiment donneurs. D'accord. Ah oui, c'est Avec ouais, c'est hyper intéressant, avec les bilans de santé qu'ils font, mais aussi les bilans psychologiques, l'historique familial, les maladies génétiques, et cetera, la qualité du mmh sperme. Et donc, on était un peu assurés d'avoir des bons donneurs à la Des fin. Top Gun. Ouais. Et puis la clinique qui expliquait, qui a fait une présentation des salles dans lesquelles ça se passe, de l'accueil qu'on reçoit, et cetera. Et donc voilà, c'est ça qui m'a convaincue. Et c'est vrai que moi, je me suis donc tournée vers la clinique, vers Vitanova. Après, il y en a plein d'autres qui sont tout aussi bien, je pense, à Copenhague. Et c'est super de faire des réunions. Alors, ça, c'est quelque chose que je découvre parce que moi, enfin, j'en avais jamais entendu parler jusqu'à ce que j'enregistre des épisodes sur lesquels on précise que ça existait. Ouais. Mais je trouve ça super parce qu'en plus de ça, ils vous mettent en situation de confort quand ils viennent sur place dans votre pays, en l'occurrence donc en France, Mmh. pour, enfin voilà, ils s'adaptent à la langue, ils vous accompagnent. Enfin, Oui, on est beaucoup moins stressé par un environnement qui n'est pas commun ou courant. tout à fait. Ouais. Et puis, du coup, on voit qu'il y a d'autres personnes. Alors, il y avait d'autres femmes seules. Il y avait beaucoup de couples de femmes et même des couples Mhm. hétéros, en fait, qui, je pense, sont arrivés au bout de leur parcours en métropole, enfin en France, et qui, du coup, se tournent vers des pays étrangers. Ou alors, peut-être parce que c'est pas assez j'allais dire rapide, je sais pas si c'est le mot, mais que les délais sont trop longs, en fait, Ouais, c'est vrai. ici, et que, du coup, ils se tournent vers les autres pays, peut-être. Complètement. Est-ce qu'à ce moment-là, dans les réunions, qu'on vous fait, on vous parle, budget ou pas du tout? Ça fait partie enfin, est-ce que c'est une partie intégrante, en fait, de votre parcours ou, ça arrive vraiment plus tard? Non, non, c'est partie intégrante. Alors j'aurais dû reprendre mes notes, je les ai pas, mais en fait, de toute façon, il y avait un grand moment de questions, et c'est une des premières questions qui ressort. C'est quels sont les coûts par rapport à une insémination, par rapport à une fécondation in vitro, combien ça coûte, quoi. Et Oui. donc on a toutes les explications. On a aussi les explications que, en fonction du donneur choisi, le coût peut varier. Mmh. En fonction de la qualité du sperme. Et Oui, voilà. voilà, c'est des choses qu'on apprend en fait lors de ces réunions D'accord et est-ce qu'ils vous donnent des statistiques, un petit peu de de réussite. réussite? Ouais, Ouais. complètement. On a des graphiques. Enfin, ils nous présentent des graphiques. Alors après, en fonction des cliniques ou du voilà, ça peut varier, mais globalement, on a toujours un peu les mêmes choses, avec la décroissance des résultats passés 35-36 ans, Mmh. et les taux de réussite, notamment sur insémination versus FIV. Quel pourcentage de chances on a que ça fonctionne? De mémoire, voilà, sur là où j'en étais, j'avais à peu près 20-25% de chances que ça fonctionne pour une insémination. Ouais, d'accord. Oui, tu avais quel âge à l'époque? J'avais 34 ans. 34 ans, OK, en Mmh, 2018, c'est en ça? 2010, C'était en ouais. 2018, OK. Et alors quelle est la suite en fait? Une fois que vous avez fait cette réunion, est-ce qu'eux vous invitent à prendre un rendez-vous? Est-ce qu'ils vous laissent, repartir comme ça? Comment ça se passe? Alors, ils nous laissent repartir avec pas mal de prospectus, heu Mmh. et des petits bonbons. Ah, c'est toujours sympa. Ouais, c'est toujours sympa, et puis, si on c'est vraiment à nous de faire les démarches. C'est-à-dire qu'ils reviennent pas vers nous. Ils reviennent pas vers nous pour nous ressolliciter. En tout cas, moi, c'est moi qui me suis retournée vers la clinique en demandant, l'étape suivante. Et l'étape suivante, c'est un rendez-vous individuel avec, Mmh. personnel médical, donc une sage-femme de la clinique, donc qui peut se faire sur place ou en visio par Skype. Mmh. Donc moi, c'est ce que j'avais fait. Donc on a passé 1 heure avec, je précise quand même, quelqu'un qui du coup parlait français, puisque
Alors, on peut faire les rendez-vous en anglais, c'est beaucoup plus rapide en termes de délai. Et puis, si on préfère avoir quelqu'un qui parle en français, on attend un petit peu plus, mais je sais plus, mais c'était de l'ordre de 15 jours. C'était Ah vraiment, oui, oui, ça va, c'est raisonnable. oui, c'était très raisonnable. Et donc, j'ai eu ce rendez-vous d'1 heure avec une sage-femme de la clinique. Et on a beaucoup parlé de pourquoi, en fait, je voulais devenir maman solo. Comment j'en étais arrivée là. Elle avait beaucoup de questions sur est-ce que j'étais accompagnée dans cette démarche par mes proches, est-ce que j'étais soutenue. Et puis ensuite, on a vite abordé aussi les sujets de quel était mon état de santé en termes de fertilité, et puis quelle était a priori la meilleure solution pour moi en termes Mmh. de parcours d'insémination ou de FIV. D'accord, oui, donc en fait, tu balayes quand même, enfin là, tu rentres vraiment dans le cœur du sujet. Tu balayes beaucoup de sujets et en gros, tu organises la suite. On organise la suite et en fait, suite à ce rendez-vous Skype, la balle était dans mon camp et j'avais juste à leur dire OK, j'ovule, j'arrive. Ah oui, carrément. Et Il y a ouais, pas de stimulation ou d'examen à fournir. en fait, c'est pour ça que je veux revenir sur mon parcours, c'est que j'ai été un peu mal accompagnée tout au début, et D'accord. notamment par mon médecin généraliste qui était pas une spécialiste de la PMA, et la clinique, qui m'ont laissée en me disant tout allait bien chez moi, j'avais aucun souci de santé, ma fertilité était bonne, et donc c'était l'option de on teste sur un cycle naturel, D'accord. aucune Oui, donc stimulation. vraiment, voilà, le plus simple possible. Le plus simple possible, et en fait un suivi de l'ovulation uniquement avec les petits bâtons de test pipi qu'on peut acheter en pharmacie. Mmh. Autant dire que c'était pas quand même l'idéal en termes de C'était un peu suivi. roots, mais bon, ça si enfin, ça peut fonctionner, hein? Ça aurait pu, ça n'a pas été le cas malheureusement. D'accord, d'accord, Donc voilà, du coup, en fait, donc octobre, ça c'était en octobre 2018 que j'ai mon premier rendez-vous avec la clinique, d'accord. et en novembre, je suis mon ovulation, je suis prête, j'y vais, et Ah puis oui, le oui, jour où, direct. non, en fait non, justement, faites pas direct, c'est-à-dire que je me suis carrément dégonflée. J'ai appelé la clinique en disant «J'ovule, j'arrive». C'était un dimanche, et en fait, je me suis rendu compte que j'étais pas du Prête. tout prête. Je savais pas Ouais. où aller dormir, je savais pas comment, quelle compagnie aérienne il fallait que je prenne. Enfin, j'avais pas Ah oui, préparé tu avais pas anticipé ça. le Mmh mh. backup, alors que pourtant je suis quelqu'un de très organisé, et donc j'ai appelé ma maman au secours, qui m'a dit: «Prends le temps, annule, passe les fêtes, comme ça tu peux boire de l'alcool Aussi. avec modération, et vois ça en janvier, quoi». Voilà. Donc du coup, novembre, je me suis un peu, voilà, j'ai fait un peu machine arrière. La clinique, dans toute sa bienveillance, m'a dit: «Aucun problème, vous nous prévenez pour la prochaine fois, il y a vraiment aucune difficulté». Mmh mh. Et puis c'est comme ça qu'au mois de janvier, donc j'y suis allée pour la première fois, accompagnée donc de Aurore, mon autre petite sœur, qui est venue avec moi passer une Ah, c'est semaine chouette. à Copenhague. Du coup, Une semaine. C'est ouais, chouette. c'était génial. En fait, on a visité, on s'est baladé, on a eu un temps magnifique certains jours, et on a eu de la neige les autres jours, donc c'était vraiment juste parfait. Ah ouais, tu m'étonnes, ça devait être pile le bon moment pour en profiter. Voilà, et la seule chose qui s'est passée, donc, c'est que je suis allée plusieurs fois à la clinique, déjà pour repérer l'endroit, faire une première visite. Mmh mh. Je suis retournée dans la semaine pour faire quand même une échographie, pour être sûre que j'avais pas déjà ovulé, parce que j'avais quand même Ouais. un doute. Mmh mh. Et puis la troisième fois pour faire l'insémination. Cette fois, c'était la bonne. Et D'accord, voilà. et donc toujours en mode, assez cool, sans pression? Sans pression, l'endroit il est chouette, on est bien accueillis. C'est des trucs tout bêtes, mais qu'on n'a pas forcément l'habitude d'avoir chez les gynécologues en France, c'est des petites couvertures pour se couvrir au lieu d'être complètement dénudé, un petit coussin pour bien se caler, une attention en fait, tout simplement, quoi. Une attention de la part du personnel soignant. On voit qu'ils font ça, c'est beaucoup moins finalement médicalisé, alors même si ça l'est, mais Mmh. c'est beaucoup moins médicalisé qu'en France. Je pense, oui. La pièce, elle ressemble pas du tout à un cabinet de gynécologue, quoi. C'est-à-dire que c'est une pièce décorée, il y a une petite musique zen, et donc l'insémination, c'est très rapide, hein, et après on peut rester Mmh mh. une demi-heure allongé, même s'ils nous disent bien que ça sert à rien en termes voilà, physiquement ça sert à rien. On pourrait se lever tout de suite, Mais mais ça te rassure. voilà, on peut prendre le temps aussi d'accueillir ce qui vient de se passer, parce qu'en termes d'émotions, c'est aussi beaucoup. Bah oui, c'est sûr. Ouais. Et donc c'est ce que j'ai fait. Je suis restée une petite demi-heure tranquillement allongée avec ma sœur qui m'a rejoint, et puis on a papoté, et puis voilà, on a fini notre petite semaine de vacances à Copenhague avant de rentrer ensuite en France. Ça devait être une parenthèse, enchantée quand même. Enfin, je pense que tu dois avoir des souvenirs assez forts de cette période-là. Oui,
Ah, c'était assez intense parce qu'on a beaucoup marché, on en a beaucoup profité Tu m'étonnes. et aussi moi c'était important pour moi d'y passer du temps pour, découvrir ce pays dans lequel habitait le donneur qui allait peut-être devenir très important dans ma vie en tant que donneur de sperme de de mon futur enfant et c'est vrai que je pouvais pas m'empêcher de regarder dans la rue les gens, les enfants en me disant: «Ah bah peut-être que, elle va ressembler à ça» ou, voilà. C'était assez, Je crois qu'on le fait tous, hein. ouais, c'était une petite curiosité pour ce pays, ouais. Ouais, tu m'étonnes. C'est un très, très beau pays. Bah, bon, Mmh. je pense que ceux qui me connaissent le savent, c'est, un de mes pays favoris, voire mon pays favori. Très, très beau pays. Et alors tu rentres en France, après cette parenthèse? Ouais, je rentre en France avec, donc là, de la progestérone à prendre pendant 15 D'accord, jours et puis 15 jours, bah, à me dire, bah, c'est bon quoi, je parlais à mon bébé, voilà, j'y crois dur tu y comme croyais? fer. Ouais, j'y crois et d'autant plus que j'étais pas vraiment prévenue, mais que la progestérone donne vraiment des signes de Symptômes de grossesse, grossesse? des Mmh. symptômes de grossesse, c'est un peu mal à la poitrine, voilà, des petits coups de fatigue, enfin, des symptômes de début de grossesse, donc j'y croyais vraiment dur comme fer et puis, jusqu'au moment où, je fais la prise de sang et qu'elle revient négative et là, voilà, c'est un peu, enfin, je veux dire, une énorme déception, mais qui ne fait que confirmer mon envie d'être maman, donc Mmh. c'est presque rassurant, en fait, à ce moment-là, en me disant, «J'ai connu l'échec et je sais que c'est ça que je veux, donc je vais continuer dans mon parcours». Ouais, au moins ça t'a enfin oui, ça t'a clairement, entériné dans cette décision-là Mmh, et ça t'a pas fait, reculer. c'est ça. Et ça m'a boostée juste pour, cette fois prendre des j'ai pris tout de suite des rendez-vous avec des médecins spécialistes de la PMA pour cette fois me faire accompagner, En France? plus en France. D'accord. Voilà, pour me faire vraiment accompagner et pas me dire juste, «OK, j'y vais avec, peut-être que j'ai ovulé, mais peut-être pas», quoi. D'accord. Oui, c'est sûr que c'est toujours stressant de pas savoir si on a ovulé, pas ovulé, même quand on est monitoré. Moi, je me souviens, mais j'étais persuadée à des moments, je me disais: «Mais et si j'ai ovulé avant de partir?» alors que la Ouais, veille, j'avais fait une écho et que c'était enfin, je savais que mmh, c'était pas le cas, tu vois? C'est ouais. hyper stressant. C'est très stressant, c'est vraiment Mmh. très stressant. Et alors du coup, tu te relances. Alors, on n'a pas parlé du tout budget au Danemark parce que je Oui. suppose quand même que c'est une composante importante, du choix du mois où tu te relances? Tout à fait. En fait, moi, ce que je m'étais dit, c'est que j'avais mis de côté pour faire, 3 essais. Je précise parce qu'il y a plein de budgets différents à prendre en compte. Dans mon Mmh. cas, le cas d'une insémination avec un donneur choisi par la clinique, donc où j'avais pas mon mot à dire, à part le fait d'avoir un donneur ouvert. Mmh. Et on peut aussi choisir, la préférence de la couleur des yeux et des cheveux. Mmh. Mais sinon, au-delà de ça, voilà, c'est la clinique qui choisit. Donc pour un budget comme ç enfin pour, une insémination dans ce contexte-là, il fallait compter à peu près 1 000 € D'accord, oui. à Ce la qui est clinique. à peu près conventionnel, sur les pays du Nord, ouais. Voilà, après, bien sûr, il faut rajouter à ça, le billet d'avion, l'hébergement Oui, sur place, voilà, tout ça, voilà, c'est classique, hein. complètement. Donc voilà, moi je m'étais dit, je mets de côté et je fais 3 essais. Donc janvier 2019, j'essaye et donc en février, réponse, négative de ce premier essai et c'est là que je me tourne vers, d'autres médecins et donc c'est là qu'on peut parler rapidement du médecin pas très sympa qui, Mmh. m'accueille donc dans un je précise, enfin dans un centre de fertilité, il m'accueille plutôt de manière, Jovial? comment bah oui, en me disant: «Oui, c'est super la PMA, pour, femmes seules, j'ai des copines qui l'ont fait», donc je me dis: «Bah génial, il va être, Super, un allié. ouais, un allié» et en fait, il regarde aucun résultat de santé que je lui avais ramené. J'avais ramené tout mon dossier. Il regarde pas du tout et il me dit: «Bah de toute façon, vu votre âge, c'est une FIV et il faut pas Ah perdre ouais, de temps carrément. et puis, mais quand même réfléchissez bien, est-ce que vous avez pas un copain qui pourrait vous dépanner?» Voilà, Un alors, copain qui pourrait te dépanner, d'accord, mais on n'est plus dans le même projet. voilà, donc je suis restée un peu bête, j'avoue, face à lui. Puis j'ai payé ma consultation et je suis partie et je me suis dit: «OK, donc c'est pas lui, je vais, aller voir quelqu'un d'autre» et j'ai repris en fait, un document super important, hein, pour toutes, c'est, le manifeste signé par les médecins pour, la PMA pour toutes Mmh. et en fait, je suis repartie de cette liste-là, j'ai choisi, quelqu'un d'autre que je suis allée voir et qui a été, super tout de suite, voilà, qui a tout de suite compris mon projet et qui m'a mis dans la boucle de: «OK, on fait des prises de sang et des échos régulièrement pour voir où en est l'ovulation et on y va comme ça, quoi» et donc là, à partir de là, c'était lancé pour la deuxième tentative. Ouais, au moins là, tu savais que tu partais pas avec enfin, que tu partais avec des données scientifiques, on va dire, tu savais où tu allais, quoi. C'était beaucoup plus clair.
Ah bah, c'était beaucoup plus clair. Donc il y a pas eu de stimulation non plus sur cette deuxième tentative et la clinique et cette gynécologue-là pensaient que voilà, vu mon niveau en fait de fertilité, vu mes résultats, il y avait pas besoin. Il y a juste eu, une piqûre de déclenchement pour, Pour être sûr déclencher, pour l'ovulation. ouais, pour être sûre pour l'ovulation. Alors entre-temps, j'ai quand même fait, l'examen incroyable de l'hystérosalpingographie. Le fameux. Ça parlera, voilà. Qui s'est bien passé. Je veux dire, j'ai eu des bons résultats, il y avait pas eu de problème. Sauf, encore une fois, là, l'échographe qui me fait la remarque de, «Tout va bien, hein, il suffit d'avoir des rapports, 2 jours avant, le jour J et 2 jours après, l'ovulation et ça sera bon». Merci monsieur. Oui, mais ça marche pas comme ça. Voilà, ça marche pas toujours comme ça. Et donc, au mois de mars, en fait, ce que j'ai fait, c'est que voilà, janvier, j'ai essayé, ça a pas marché. J'ai laissé passer le mois de février avec les examens complémentaires et puis les autres rendez-vous médicaux. Et au mois de mars, je me suis lancée pour la deuxième insémination avec cette fois donc l'Ovitrel. Et donc là, une journée de l'enfer, partie le matin, retour le soir. J'ai fait l'aller-retour dans la journée à Copenhague. Tu t'es pas pris une semaine de vacances là? Non, bah non, parce que voilà, c'est compliqué aussi au niveau du travail Bah oui, bien sûr. sans prévenir les chefs, bah, je m'absente. Voilà, donc je l'ai fait sur la journée et ça a été fatigant, très fatigant. Ouais, c'est fatigant, puis c'est pas forcément évident parce que souvent, et alors particulièrement en ce moment, mais bon, ça tombait bien que ce ne soit pas en période de Covid, mais pour repartir sur une journée, c'est Ouais, très mon Dieu. compliqué d'avoir un vol dans chaque sens, hein. Ah ouais, c'est sûr. Bah, franchement, heureusement, donc voilà, j'ai tout ce parcours, c'était l'année dernière. J'envoie tous mes encouragements à celles qui sont en parcours en ce moment parce qu'avec la crise sanitaire, ça doit juste être un enfer, quoi. Bah, c'est ça, il y a la crise sanitaire et puis Mmh, l'échéance de l'âge, hein, mine de rien, qui avance, enfin, parce que les mmh, années, elles passent, même si cette année, elle est pourrie et qu'on voudrait qu'elle compte pas, mine de rien, mmh, pour notre fertilité, ça joue. mmh, Donc, ouais, moi aussi, j'envoie tout mon courage, je l'ai fait dès le départ parce que j'ai de suite pensé à ça sur le confinement. C'était, ouais, pour ouais, les couples en parcours ou les femmes seules en parcours, très compliqué. très compliqué, ouais. En tout cas, à l'époque, s'il y avait pas ça et en plus, j'étais, moi, en colocation, donc 2 super colocs, aussi qui me soutenaient et qui m'ont aidée à gérer le stress de, réserver le billet d'avion, comment on fait pour faire la piqûre? OK, on regarde les vidéos YouTube ensemble. Ah, c'est super. Franchement, c'est super quand on est soutenu comme ça, c'est génial. Ouais. Ouais, ouais, je j'ai pas été seule. Et alors, qu'est-ce que ça a donné cette, Et journée du de l'enfer? coup, bah, journée de l'enfer, rebelote, hein, progestérone et puis, là, je me suis dit, encore tous les symptômes, mais cette fois j'étais prévenue et en fait j'ai complètement craqué sur ce cycle-là. J'ai fait plein de tests de grossesse. Je sais pas combien j'en ai fait, mais beaucoup. Et à chaque fois ils étaient négatifs et je me disais: «Non, mais c'est parce que c'est trop tôt, c'est parce que c'est C'est trop trop tôt». tôt. Voilà et en fait j'ai vraiment demandé à mon corps de m'envoyer un signal, fort parce qu'il fallait vraiment que je sache et finalement mes règles sont arrivées. J'ai pas eu besoin de faire la prise de sang. D'accord. Voilà, j'ai eu ma réponse, comme ça, donc ça n'avait encore pas fonctionné Ouais. et donc là, ça a été encore, plus dur que la première fois parce que je veux dire, j'avais tout donné. C'est-à-dire, j'avais fait plein d'examens, j'avais l'impression d'avoir tout bien fait comme il faut et il y a une sensation un peu bizarre, c'est vrai que je l'ai beaucoup dit à l'époque, c'est d'être trahie par mon propre corps. C'est-à-dire, je suis en bonne santé, tout va bien, je fais tout ce qu'il faut et ça marche pas et c'est un peu Ouais, c'est là où dans nos parcours, en fait, on oublie que quand tout va bien, qu'on fait tout ce qu'il faut, il n'y a que 25 de chances que ça fonctionne. Et du coup, on se sent exactement. trahi, Ouais, ouais. effectivement, on se sent, on a l'impression que ouais, qu'on a fait quelque chose de travers, mais en fait non. Juste c'est juste qu'il y a Ouais, une chance sur 4 de tomber enceinte quand tout voilà, c'est ça. Donc c'est vrai que c'est un peu difficile, mais j'ai relativisé grâce à ça. C'est vrai en fait, en parlant même avec des amis, hein, qui sont en couple, qui ne sont pas tombées enceintes, forcément le premier mois. Alors évidemment, il y en a d'autres, pour qui ça fonctionne tout de suite et du coup, on se dit: «Mais moi aussi ça aurait pu», mais bon voilà, ça a pas été le cas. Là, j'ai laissé passer donc encore le mois d'avril. Cette fois-ci, je me suis tournée vers, encore un autre parcours, c'est le parcours de sophrologie. J'ai trouvé quelqu'un qui m'a accompagnée, spécialiste, sophrologue spécialiste, PMA, qui elle-même a eu ses enfants par une PMA. C'était super. c'est souvent que j'entends parler de la sophrologie dans les parcours de PMA. C'est vrai que moi, ça me parle pas plus que ça, mais je pense que ça peut être une vraie aide. Tu peux nous raconter un petit peu, nous expliquer ce que c'est? Alors, je pense qu'il y a pas mal de sophrologies différentes. Au final, la personne que j'ai été voir, sur 1 heure de rendez-vous, on faisait plutôt, parler pendant une bonne demi-heure. C'est-à-dire, bah, je lui racontais mon parcours, où j'en étais, tout vraiment dans une bienveillance, extrême
Et sur la deuxième demi-heure, elle m'accompagnait. Donc c'est-à-dire qu'il faut fermer les yeux et puis elle te fait sentir de tes bouts de doigts à tes bouts de doigts de pied chaque partie de ton corps. Elle t'accompagne en fait par la voix, une petite musique douce. Et comme elle est spécialiste donc en PMA, on vient entre guillemets regarder ce qui se passe dans l'utérus, qu'il est accueillant, que voilà tout va bien, qu'il y a un bébé qui va arriver incessamment sous peu dedans, qu'il faut avoir confiance en son corps. Enfin, c'était alors je suis pas c'était assez c'était une première pour moi, voilà. Mais j'ai trouvé en tout cas une oreille attentive et je pense que autant la partie où je discutais avec elle que cette partie un peu plus de introspection sur soi-même, les deux en fait me faisaient beaucoup de bien. C'était quelqu'un d'extérieur, c'était pas quelqu'un de mon entourage. On dit des choses différentes en fait à quelqu'un comme ça. Oui, tout à fait, c'était une oreille attentive et c'est vrai que souvent, c'est bien d'avoir une oreille extérieure pour pouvoir déverser tout ce qu'on a à dire. Tout à fait, ouais, tout à fait. Et donc du coup, tu repars sur un 3e cycle, tu arrives à dépasser cette frustration ou cette déception? Je dépasse ça en me disant que je m'étais dit de toute façon 3 essais et que donc il me reste une chance. En me disant en fait, si je vais être tout à fait honnête, que je suis tellement persuadée de vouloir être maman qu'en fait j'irai au-delà de 3 fois. Ouais, c'est ce que j'allais te demander, c'est Ouais. OK, il te reste une chance, mais comment tu le vis? Parce que derrière, qu'est-ce qu'il y a? En fait, je le vis en me disant, j'accepte, je remettrai peut-être je laisserai passer plus de mois, je remettrai un peu de sous de côté, mais en tout cas, c'est sûr que je m'arrêterai pas Tu là. continueras, ouais. Ouais, c'est ça. Et en parallèle, il y a quelque chose qui se débloque aussi, c'est je me dis: «Bon, je veux vraiment mettre toutes les chances de mon côté, je sais que tout va bien, mais est-ce que s'il vous plaît, je peux avoir une petite stimulation quand même?» Ouais, tu leur Et demandes, ça vient de toi là? ouais, ça vient de moi en fait, parce que, bah, justement suite aux discussions sur les forums là, où on me dit: «Mais ça peut aider», et en parallèle de ça, c'est aussi accepter, la chance ou le risque en fonction d'avoir des jumeaux. Oui, tout à fait. Alors autant pour les 2 premières inséminations, j'étais vraiment effrayée à l'idée d'avoir 2 bébés d'un coup. Autant pour la troisième, je me suis dit: «En fait, vous arrivez à 2, OK, je suis prête, je vais gérer. Arriver à 2, mais arriver quoi». C'est ça. Et du coup, cette troisième insémination, donc au mois de mai, 2019, ouais, donc l'année dernière, avec, une stimulation et puis toujours le suivi, avec, prise de sang et puis échographie régulière pour voir, bah, voilà le développement. Mmh. Et donc on tente cette troisième insémination. Pareil, tu repars sur une journée rush? Alors là, non, je l'avais fait différemment cette fois-là. J'étais partie la veille au soir. J'ai redormi dans la même, auberge de jeunesse où on était allés la première fois quand on avait passé la semaine. Donc un peu en terrain, connu, c'était aussi rassurant. Complètement. Et j'avais, l'insémination prévue le lendemain matin et je rentrais par contre directement, Le soir. ouais, dans l'après-midi. D'accord. Et donc j'ai pris le temps ce matin-là, bah, c'est tout bête, hein, mais juste de prendre un bon petit déjeuner, à l'auberge de jeunesse avant d'aller à la clinique pour me dire: «Allez, je prends des forces» et puis voilà. Mmh. C'était une belle journée, mais comme toujours, à Copenhague, hein, franchement les gens sont adorables de partout. Et donc voilà, du coup j'étais à la clinique et puis je suis rentrée l'après-midi. J'avais posé bien sûr ma journée et donc je me suis mis, dans mon lit, sous ma couette et je me suis reposée en fait tout le reste de la journée après, en me disant: «Allez, je Tu mets je mets toutes les tout». chances de ton Ouais, côté. voilà, c'est peut-être un peu naïf, mais en me disant: «Je mets toutes les chances de mon côté, je prends soin de moi pour, me donner les chances que ça fonctionne». Et puis, bah, là encore pareil, du coup, reprogestérone, donc encore des symptômes, mais des symptômes un peu différents et je me dis: «Bah, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que» enfin, je me posais beaucoup de questions, tout en me disant que c'était bon, que c'était bon, que c'était bon. Et puis au moment de faire, le test de grossesse, en fait, donc ma sœur, Aurore, qui était venue avec moi à Copenhague, était avec moi, à Paris. C'était un peu, la Mmh. boucle était bouclée, c'est-à-dire que j'ai été faire le test, avec elle à côté et il est revenu positif. Ah super. Donc là, voilà, c'était test positif, grande joie Tu et m'étonnes. prise de sang, dans la foulée et ça tombait vraiment super bien. C'est-à-dire que j'ai fait ma prise de sang le matin et l'après-midi, je rejoignais ma maman et ma mamie et donc j'ai eu les résultats, avec elle, qui étaient, positifs. Donc c'était officiel, j'étais enceinte. Ah super. Et du coup, tu leur as dit tout de suite? Oui, bah, de toute façon, c'est vrai Oui, que ça m'étonne. j'ai pas eu cette annonce trop mignonne, «Tu vas être grand-mère» ou voilà, c'est parce que,
elles étaient au courant du parcours et elles savaient exactement le jour où j'étais partie et quel jour les résultats allaient arriver en fait. Donc il y a pas la surprise, mais un énorme contentement. Ouais. Ouais. C'est vrai que dans nos parcours, c'est un peu plus compliqué de gérer de gérer le côté surprise. Ouais, c'est ça. Et alors, du coup, comment se passe ta grossesse? Est-ce que tu es accompagnée toujours de façon aussi bienveillante par les professionnels de santé? Parce que je suppose que quand tu te présentes à une échographie, alors encore une fois, actuellement, maintenant, c'est plus le cas, mais à l'époque, je pense que quand tu te présentais seule à une échographie, on devait te poser des questions, non? Oui, oui, tout à fait. Bah alors, en fait, les toutes premières échographies que j'ai fait, je les ai fait au cabinet de ma gynécologue qui m'avait suivie pour la PMA, mais spécialiste de la PMA. Donc en fait, elle accompagne que les 2 premiers mois de grossesse. La toute première écho que j'ai été faire, D'accord. j'y suis allée avec ma coloc et on a entendu du coup le petit cœur battre pour la première fois. Oh, ça doit être chou. Donc c'était hyper émouvant. Franchement, c'était vraiment très, très, très émouvant. Et c'est vrai que par Tu contre, m'étonnes. je me suis retrouvée un petit peu bête après et j'avais vachement préparé comment réussir à tomber enceinte. J'ai beaucoup préparé sur après, qu'est-ce que je vais dire à cet enfant? Comment je vais l'accompagner dans la vie en tant que maman solo et j'avais pas du tout préparé la grossesse, les 9 mois entre les deux. J'étais un peu naïve en me disant C'est marrant, que d'habitude, c'est plutôt l'inverse. oh non, mais c'est sûr, mais je sais pas pourquoi naïvement, voilà, je m'étais dit: «Bah, c'est le truc facile, en fait», donc j'avais pas du tout préparé ça et je me suis retrouvée un peu pris de court à trouver, bah, du coup, un accompagnement, pour la grossesse. C'était un peu bizarre mais globalement, donc toutes les échos, où je suis allée, donc j'y suis toujours allée toute seule après les échos de chaque trimestre. J'ai toujours été honnête sur le fait qu'il y avait pas de papa. De toute façon, à chaque fois, la question est posée Mmh. et j'ai jamais eu de remarques, désobligeantes. D'accord, ouais, c'est chouette. Moi, je pense que de toute manière, pour les professionnels de santé, ce sont quand même des situations qui sont relativement courantes, hein. Finalement, ils sont plus au même, et plus au fait que nous, des typologies de familles qui peuvent exister. Oui, c'est sûr. Ils doivent, voir défiler pas mal de cas De et du coup compositions familiales différentes, ouais, ouais. donc non, j'ai jamais eu de jugement. Alors après la grossesse, elle s'est super bien passée et puis par contre, j'ai eu, bah, je pense des désagréments, mais qui sont pas du tout liés à ma situation familiale. C'est-à-dire que j'ai parfois eu du personnel médical pas toujours bienveillant, mais ça c'était pas du tout par rapport au fait que je Mmh. sois seule. C'était plutôt, dans le stress de leur propre journée, voilà. Ouais, complètement. Et alors, du coup, tu as accouché toute seule ou tu as accouché accompagnée? Alors ça, ça c'était pour moi, comment dire? Donc je suis, à Paris, donc j'ai fait tout mon suivi, à Paris, une maternité parisienne, mais en ayant en tête que c'est pas là que j'accoucherais. Donc j'ai fait Mmh mh. mes cours de préparation à l'accouchement toute seule, donc ça c'était un peu bizarre. Mais par contre, au moment de Noël, l'année dernière, donc il y a un peu plus d'1 an, je suis rentrée, chez ma maman, là où sont, aussi mes 2 sœurs, enfin, qui habitent pas loin en tout cas. Et l'idée c'était du coup d'accoucher dans la maternité où je suis moi-même, née, à l'époque, enfin en tout cas la même ville et accompagnée. Donc j'ai fait un projet de Mmh. naissance et dans ce projet de naissance, mon idée, c'était qu'il se soit le moins médicalisé possible pour un peu contrebalancer, la période, PMA, en fait. Enfin, c'est un peu voilà, donc pas de péridurale, Ouais, un accouchement le plus naturel possible. Alors pas à la maison quand même, parce qu'on est un peu trop loin de la maternité, mais voilà, physiologique possible. le plus physiologique possible et donc le plan était simple et c'est à peu près ce qui s'est passé, c'est, avec ma maman et ma sœur qu'on était toutes les 3 à la maison quand le travail a commencé et ce sont elles qui m'ont accompagnée à la maternité Mmh mh. et où mon autre sœur, donc celle qui a déjà accouché, qui a eu ma nièce, je veux dire, c'est elle qui m'a en fait accompagnée après dans la salle d'accouchement. C'est elle D'accord. voilà, qui m'a accompagnée pendant tout le travail. C'est elle qui a coupé le cordon et voilà, c'était un super moment. Une Franchement, vraie c'était sororité, ouais, ouais, c'est vrai, c'est une vraie, ouais, ouais, on est une équipe de filles, ça mais devait être très, très chouette. on se soutient et c'est une belle histoire. Donc voilà, c'était un très beau moment, donc un peu, plus tôt que prévu. Ça a été, un peu l'aventure. Ma valise de la maternité n'était pas prête, donc justement ma maman et Aurore, ont préparé mes affaires pendant que je gérais tant bien que mal mes contractions à la maison. Et en fait, quand on est arrivé après à la maternité,
je m'excusais à l'avance auprès du personnel, parce qu'il y avait beaucoup de monde. Je pense que c'était une lune à ce moment-là, ce week-end-là, et tout le monde avait décidé d'accoucher. Et moi, je me disais non, mais j'ai 3 semaines en avance. Si ça se trouve, c'est une fausse alerte. Je vais rentrer chez moi. Je suis désolée de vous embêter et tout. Et en fait, quand ils m'ont examinée, j'étais à dilatation complète. Donc Ah oui, carrément. Pour un premier, Garance, c'est. ouais, c'est ça. En fait, Garance est arrivée 1 heure et demie après que je sois arrivée à la maternité. Eh ben, au moins, t'as pas vu passer ton accouchement. Non, ouais. Pour un premier, c'est dingue. Enfin, si jamais tu veux un deuxième. Ouais. Bon après, j'avoue que le travail avait commencé dans la nuit et que je voilà, je l'ai géré comme j'ai pu, je pense, toute seule, quoi. Ouais, tu t'es pas précipitée. Non, je me D'accord, suis pas précipitée. d'accord. C'est super ça. Et alors, comment ça s'est passé l'arrivée de Garance? On te l'a donné, enfin, donc ta sœur a coupé le cordon, on te l'a mise sur toi, Mmh. et Ah ensuite? bah, après écoute, ça a été un peu, il y a eu un petit moment de latence parce que, j'ai découvert le mot éraillure, donc c'est, je pense, le nouveau terme pour déchirure. Oui, ça doit être ça. Voilà, donc le temps de réparer tout ça, Garance était en peau à peau sur moi et puis, ensuite la première tétée, la tétée d'accueil. Ensuite, on nous a laissés un petit peu tranquilles et puis on a rejoint la chambre tranquillement. Du coup, le reste de ma famille, donc ma maman et mon autre, sœur sont revenus voir, et accueillir ce nouveau membre de la famille. Après, c'est vrai que, bah, du coup, j'étais à la maternité toute seule, donc j'ai eu beaucoup des visites donc de mes sœurs, une amie aussi qui habite pas loin qui a pu venir me voir, ma nièce, évidemment qui était ravie de découvrir sa cousine. Ouais, je me doute. Et alors, ça a pas été trop difficile les premiers jours toute seule, notamment la nuit? Enfin, moi, je me souviens que la nuit, c'était, Si, si, je me suis voilà, retrouvée, sur le siège de la maternité en essayant de mettre, Garance au sein à pleurer ouais, toute tu seule au milieu m'étonnes. de la nuit. Mais un personnel, médical, qui m'a quand même accompagnée dans ce projet d'allaitement et qui m'a aidée à trouver des positions, un peu plus confortables, voilà, qui m'a pas mal aidée. Donc j'avoue qu'ils ont fait du mieux qu'ils ont pu. Malheureusement, l'allaitement, il a été très compliqué pendant 2 mois et demi. J'ai vraiment eu des grosses douleurs avec des crevasses, c'était un peu ça a été un peu l'horreur, mais je me suis accrochée Ouais. et voilà, ça a marché. Je l'allaite encore, donc ça, c'est plutôt Ah chouette. super! Ah ça, c'est une super histoire. Ça vaut le coup de s'accrocher des fois, hein, Bah, c'est, en fait, voilà, maintenant que on a tellement galéré au début que, voilà, maintenant on continue. Tant qu'il y a du lait, coûte on que coûte. continue. Ouais, je comprends complètement, je comprends complètement. Mais c'est vrai que, ouais, en tout cas, la maternité, ça a pas toujours été facile. Ouais, et même les premiers mois de bébé, ça a pas dû être simple? Voilà, les premiers mois, ça a été peut-être les plus intenses. J'ai découvert, en fait, ce que c'était que, bah, d'être, maman et Mmh mh. heureusement, j'ai passé mon congé maternité chez ma maman, donc avec, un appui, incroyable de sa part. Mmh mh. Sur la logistique en fait, hein, juste, j'ai pas eu à me préoccuper de faire des courses, de faire à manger, même les lessives, enfin, c'est quand même, Ah bah, ça change beaucoup de choses. ça change beaucoup, je pense, ouais. Donc voilà, Ouais. un super, accompagnement de sa part et de la part de mes sœurs aussi, bien sûr. Mmh mh. Aussi un soutien pour, Garance parce que c'est vrai que, comme beaucoup de bébés, elle a eu besoin de beaucoup être portée, beaucoup en contact et donc j'ai passé des heures et des heures, avec elle dans les bras mais bah, des fois, il faut prendre une douche, il faut faire, d'autres C'est ça. choses et donc du coup, c'est vrai qu'elle a pu passer aussi, 3 heures à dormir, sur mamie qui a beaucoup lu pendant cette période du coup. Et c'est tombé au moment du confinement, donc du coup, Ah oui. voilà, de l'aide à la maison, enfin, en tout cas pour moi, c'est bien tombé finalement. Ouais, c'était pas trop anxiogène le contexte? Parce que c'est vrai que quand tu as un tout petit, que tu sais pas s'il a Oui, bah, il y avait un côté anxiogène et en même temps, on était donc à la campagne, hein, chez ma maman. C'est voilà, on a la forêt à côté. On voyait enfin, là, ce qui a changé, c'est qu'on n'a pas vu grand monde évidemment, mmh, mais je veux dire, ça a pas changé mon quotidien entre juste avant le confinement et après, parce que j'étais de toute façon dans ma petite bulle avec Garance. Donc oui, voilà, ça a pas changé grand chose. Ce que ça change beaucoup plus, maintenant oui. et donc je devais reprendre, normalement le travail pendant le confinement et en fait, le contexte, le fait qu'elle soit finalement si petite, enfin, c'est avant qu'elle arrive, je m'étais dit: «Bien sûr, à 3 mois, je la mettrai en garde, bien sûr» Je crois qu'on se dit tous ça. et puis après, en fait, hors de question, quoi. Mais Donc c'est ça. j'ai posé un congé parental et j'ai repris le travail, seulement au mois de septembre.
Donc D'accord je et là, tu as dû suis t'organiser au niveau, logistique parce que du coup, c'est toi qui gères, tous les trajets, tout, enfin Oui, ouais, ouais, bah, tout à fait. Bah, du coup, j'ai comme je te le disais tout à l'heure, là, j'étais en colocation donc pendant, ma grossesse, ce que j'ai dû faire, c'est trouver un appartement pour être dans une nouvelle colocation, mais uniquement, avec ma bah, fille. oui. Donc on a Mmh. géré, pareil, j'ai eu beaucoup d'aide, de mes amis et de ma famille, donc j'ai trouvé un appartement avec de l'aide qui est à, 15 minutes à pied de mon travail. Donc D'accord. voilà et de l'aide pour le déménagement, pour, l'installation des meubles, donc ça, c'était vraiment super et après, évidemment, recherche d'un moyen de garde. J'ai eu la chance d'avoir une place en crèche, je pense liée à ma situation, hein, de ce qu'ils appellent parents isolés, même si j'aime pas trop ce terme, mais bon, c'est comme ça et donc on a, une place Ouais. en crèche qui est, pareil dans le périmètre, en gros, je fais tout à pied en 15 minutes, je peux déposer Garance et être au travail. D'accord, ça, c'est génial. Franchement, quand tu as Ouais. tout à côté, Ouais, ouais, ouais. c'est vraiment génial. Enfin, de toute manière, il fallait pour, vous et votre bien-être que ça se passe comme ça. Oui, c'est ça. Bah, en fait, c'est en termes de qualité de vie, on réduit, bah, le temps dans les transports, ce qui en plus, notamment avec, tout ce qui se passe en ce moment est d'autant plus appréciable. Je fais tout à pied, donc voilà, c'est en tout cas, ça se passe très bien et l'accueil à la crèche, alors j'avais très, très peur de plusieurs choses. J'avais déjà peur de la laisser, de la séparation, j'avais peur de l'accueil qu'on allait faire, face à ma situation de maman solo et puis finalement, tout s'est bien passé. Ah mais ça c'est super, mais ça m'étonne, vraiment pas et tout à l'heure, justement, je rebondis parce que tu me disais que tu avais préparé, l'après-grossesse, Mmh, enfin la croissance de ta fille et donc les questions qui se poseraient à ce moment-là, mmh. mais pas ta grossesse et alors qu'est-ce que tu avais préparé? Comment tu prévois de lui expliquer, bah, votre situation familiale? Mmh. Bah, ça, c'est vraiment une grosse question, d'adapter le langage, en fonction de l'âge qu'elle a aussi. Mmh. Sur les donc là, les je reviens à l'association Maman Solo dont je parlais tout à l'heure, c'est une mine, d'informations et de bons conseils sur ça parce qu'il y a dans cette association des mamans qui sont mamans solo depuis plusieurs années, qui ont des grands enfants, donc qui peuvent avoir le recul nécessaire pour nous aider, en fait, en tant que jeunes mamans. Donc ça, c'est super et en gros, je pensais un peu, que j'allais tout de suite parler à Garance de sa situation. En fait, pas du tout. C'est-à-dire, je lui rabâche pas tous les jours, il y a que maman, c'est plutôt, que j'en parle naturellement, qu'elle soit là ou pas. C'est pas un secret, tout le monde est au courant et puis pour elle, j'ai des livres, en fait, des livres, adaptés, aux tout petits. Ce que je fais, c'est que, voilà, je cherche beaucoup de livres où il y a pas forcément le papa dans l'histoire. D'accord. C'est pas toujours facile à trouver. Ouais, tu m'étonnes. Et puis sinon, juste des livres, en fait, qui racontent, la vie normale qu'on pourrait acheter à n'importe quel enfant, mais où juste il y a pas le papa dans l'histoire. Ah ouais, mais c'est ça, c'est top. C'est voilà, c'est juste, de l'habituer au fait qu'il y ait, plein de schémas familiaux différents et que dans les livres, on les retrouve et en fait, en cherchant, il y en a pas il y en a peut-être pas assez, mais ça existe. Ouais. Et c'est vrai que je pense que c'est peut-être le meilleur moyen finalement, c'est de ne pas faire mystère de la situation et même d'en parler, sans évidemment rabâcher à l'enfant en permanence que sa situation, est une situation particulière. Je Mmh, pense que ouais, ça enfin bon, pour le moment, elle est petite, donc tu peux pas te rendre compte, mais en oui. tout cas, vous avez l'air de très bien assumer cette situation et ça a l'air de très bien se passer pour vous. Non, ça se passe bien, je veux dire, elle est incroyable. Alors je suis pas du tout, objective évidemment, c'est ma fille. Oui, oui, Mais, forcément. elle est vraiment super quoi, enfin voilà. Alors moi, j'ai une dernière petite question parce que du coup, tu me dis que tu prévois toujours de rencontrer, enfin en tout cas, tu laisses la place à Mmh, quelqu'un de pouvoir entrer dans votre vie. mmh. Comment tu imagines, l'arrivée, d'une personne dans votre vie, quelle qu'elle soit et la relation que pourrait avoir ta fille avec? Ouais, ça en fait, bah, avant que Garance arrive, je m'étais dit que j'allais pouvoir, rencontrer quelqu'un, mais je me rends compte maintenant que enfin, je veux dire, j'ai toujours cette envie de rencontrer quelqu'un, mais très concrètement, je vois pas là, comment je pourrais faire. Surtout avec le confinement en 100 Mmh. télétravail Elle est petite, hein, en plus, hein. et elle est très petite. Concrètement à Paris, moi j'ai pas ma famille juste à côté pour, de toute façon la garder, une soirée, le temps de sortir. Donc ce Mmh que mh. j'imagine en tout cas, c'est un peu plus tard quand, elle pourra être un peu plus grande, c'est de pouvoir prendre, une baby-sitter. Je sais, petite dédicace, aux amies Mmh. d'Aurore, si elles écoutent ce podcast, qu'il y en a plusieurs qui sont motivées pour garder Garance.
Et voilà, rien que de pouvoir, ressortir avec les amis, au restaurant ou aller voir un film au cinéma, ça serait vraiment super déjà dans un premier temps. Et ce que Ouais. j'imaginais en fait, c'était, surtout rencontrer quelqu'un et puis, continuer à agrandir ma famille parce que je me suis jamais vue avec un seul enfant. Moi, j'ai 2 sœurs et la fratrie, la sororité, c'est pour moi indispensable. Ouais, complètement. Et du coup, tu projettes d'agrandir ta famille Mmh. coûte que coûte, Mmh. c'est-à-dire avec quelqu'un ou sans quelqu'un, ou Mmh. si tu agrandis, tu agrandiras avec quelqu'un? Bah, écoute, il y a quelques mois, je t'aurais répondu avec quelqu'un et en fait, il y a quelques semaines, j'ai réservé des paillettes, du même donneur que Garance pour faire un deuxième bébé. Le 2e déclic. Voilà, donc c'est-à-dire qu'il y a la possibilité, si je rencontre quelqu'un, et ben, pourquoi pas? On verra à ce moment-là et puis si je rencontre pas quelqu'un, bah, voilà, d'ici, je sais pas trop les délais, je me suis pas fixé de délai, mais peut-être dans 1 an et demi, 2 ans, me lancer dans un 2e projet de grossesse, avec, ce même donneur. Je te le souhaite. Dans tous les cas, de toute manière, je te souhaite d'agrandir ta famille si c'est ton souhait. Franchement, je suis ravie d'avoir Mmh. découvert Merci. ton histoire, votre histoire. Je trouve que franchement, je trouve que c'est hyper puissant. Tu es une femme forte, tu as des envies, tu les réalises. Tu t'arrêtes pas, en fait, à des idées reçues ou, à ce que pourrait penser la société, en fait, d'une famille, qui ne serait pas conventionnelle. Tu as réussi à t'affranchir de tout ça et je trouve ça, mais vraiment, extraordinaire. Enfin, voilà, on est tous très forts, hein, dans nos compositions familiales telles qu'on les a tous, mais j'ai vraiment apprécié découvrir ton histoire. Merci beaucoup. Bah, c'est vrai que c'est une histoire, juste, un truc, important, c'est d'être maman solo, mais loin d'être seule et ça, c'est ce que je rabâche tout le temps, en fait. Oui, je suis maman solo, Complètement. mais je suis entourée de gens, incroyables, que ce soit ma famille ou mes amis, qui sont tous dans la bienveillance, qui adorent, Garance et voilà, ça à chaque fois, ça me fait vraiment ça me fait chaud au cœur. Mais c'est ce qu'on retient, hein, vraiment de ton histoire, c'est que oui, effectivement, t'es maman solo parce que c'est toi qui as fait ton bébé toute seule, on va dire. Mais par contre, t'as un village autour de vous qui vous accompagne et Mmh. qui vous guide. Et finalement, c'est Mmh. ta famille aussi. Enfin, c'est une famille élargie. C'est ça, exactement. Je te remercie beaucoup, Hélène, de t'être rendue disponible encore une fois. C'était vraiment super chouette. Je pense que ça intéressera de nombreux auditeurs. C'est vrai que je traite pas encore assez le sujet des mamans solo et même des papas solo. Faudrait que j'arrive à traiter ce sujet-là. C'est une grande partie des compositions familiales qui existent alternatives, on va dire, actuellement. Et aujourd'hui, je pense que tu as contribué à éclairer des futurs auditeurs, enfin, en tout cas des auditeurs qui deviendraient des futurs parents solo. Ah, tant mieux. Merci beaucoup, Hélène. À bientôt. Merci Constance, à bientôt. Feels less alone, less alone. J'ai pris beaucoup de plaisir à écouter l'histoire d'Hélène et Garance, tellement que j'ai eu envie de lui proposer instantanément de nous retrouver pour avoir son ressenti 1 an après la naissance de Garance. Nous n'avons pas encore réussi à trouver un créneau, mais ça ne saurait tarder. Je trouve admirable cette force qui permet d'abattre tant d'idées reçues et de déplacer des montagnes pour atteindre ses objectifs. Vous me dites ce que vous en avez pensé sur le compte du podcast @lesenfantsvontsbien podcast. Je vous redis ou pas les actions de soutien du podcast. Vous pouvez, au choix, mais tous les choix sont cumulables, mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute, partager l'épisode sur les réseaux sociaux ou me laisser un commentaire toujours sur votre plateforme d'écoute. Je vous remercie pour toutes ces actions de votre part. Je vous dis à vendredi prochain pour une rediffusion d'un épisode clé de la saison 1 qui va vous donner le tempo de cette fin de saison 2. Et oui, j'ai pris le parti sur mes congés de vous proposer des rediffusions. Vous vous souvenez ? À vendredi prochain. There's nothing in this world we really own. And Jesus Christ, if you tore my heart out, the only thing I'd feel is less alone. Less alone. I'll be right behind you, Josephine. Even when my soul's an amputee, and my bleeding heart is sinking in the lake inside my chest. So I grab what I can cling to and I leave behind the rest. Now hold my hand, I'll
my breath. There's nothing in this world we really own. And Jesus Christ, if you tore my heart out, the only thing I'd feel was less alone. Now hold my hand and take my breath, and leave behind the things you'll never own. And Jesus Christ,